Herzlich willkommen bei Grenzenlos. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans notre émission transfrontalière côté allemand. En Sarre, je vous propose de partir à la rencontre des animaux du zoo de Saarbrück. Vous venez ? Des jaguars aux tapirs, en passant par les lémuriens ou les suricates, le zoo de Saarbrück abrite plus d'1 millier d'animaux. Nous ferons la connaissance d'Elisha Hernandez, soigneuse animalière au zoo, qui propose avec son équipe de nouvelles offres de visites pédagogiques dans la langue de Goethe, mais aussi de Molière. Le labo interculturel se consacre aux onomatopées des animaux. Dans ce secteur, il y a aussi des différences entre les deux pays. Quelles idées souhaitez-vous que la France et l'Allemagne défendent en Europe? C'est la question qui a été posée en ligne à des citoyens français et allemands. On verra ce qu'il ressort de cette consultation citoyenne. Et pour finir, direction Hauenstein pour découvrir comment se fabriquent des huiles plutôt rares. Au pied de la colline du Eschberg se situe le zoo de Saarbrück, bien connu des Sarrois. Il est aussi fréquenté par de nombreuses familles de Moselle-Est. Émilie Capodici revient sur l'histoire étonnante de ce lieu qui a vu le jour en 1932 et qui accueille aujourd'hui plus de 150 espèces animales. Avant de trouver sa place sur la colline d'Eschberg, le zoo de Saarbrück avait été aménagé en 1932, là où se situe aujourd'hui le jardin franco-allemand. Le parc animalier pour animaux exotiques est tout d'abord créé par le zoologue Gustav Mock pour en faire un parc privé. En 1950, il déménage sur les hauteurs de la ville à sa localisation actuelle et est racheté par la ville de Saarbrück en 1955. De nombreux travaux d'aménagement ont suivi en vue de garantir l'attractivité du lieu, mais aussi pour améliorer le bien-être des animaux. Désormais, c'est 1 millier d'animaux, soit environ 150 espèces qui cohabitent sur un terrain d'une douzaine d'hectares. Parmi les favoris du public, on retrouve les girafes, les singes, les suricates ou encore les phoques. Des animaux choyés au quotidien par une quarantaine d'employés et soigneurs. Si le zoo s'est établi comme un lieu de promenade incontournable pour les familles sarroises, il accueille aussi parmi ses visiteurs plus de 30% de Français. Parmi eux, de plus en plus de scolaires s'y rendent pour des visites ou des programmes éducatifs et de sensibilisation. Chaque année, près de 200 000 visiteurs passent les portes du zoo de Saarbrück, ce qui en fait l'un des établissements de loisirs majeurs de la grande région. Elisha Hernandez, guten Tag. Hallo. Sie sind hier Tierpflegerin im Saarbrücker Zoo. Wir sind nicht allein, wir sind mit... Ja, mit Sira, unsere Flachlandtapir, die jetzt extra für uns ihr Mittagsschläfchen unterbrochen hat, damit sie uns Gesellschaft leisten kann. Danke sehr. Was ist Ihr Alltag? Wie sieht Ihr Alltag aus? Nun, morgens kommen wir zur Arbeit in aller Frühe. Bei uns beginnt es um 7 Uhr morgens. Und dann geht es erstmal los. Wir begutachten alle Tiere, sind alle gesund, machen sie einen guten Eindruck. Wir lassen uns natürlich auch gerne begrüßen, denn nicht nur wir freuen uns, wenn wir auf die Arbeit kommen, auch die Tiere freuen sich. Und morgens, bevor der Zoo öffnet, beginnt für uns die Hauptarbeit. Gehege säubern, Tiere versorgen, füttern, noch dort arbeiten, wo dann später die Leute sind, ne, die Scheiben alle sauber machen, die Wege sauber machen. Und so beginnen wir den Tag. Haben Sie vielleicht ein Lieblingstier, also mit einer bestimmten Beziehung? Ja, das ist eine ganz schwierige Frage. Ich sage immer gerne, ich habe kein Lieblingstier, ich habe einen Lieblingscharakter. Und dazu gehören ganz viele. Die Sira ist eine davon. Sie ist groß und stark, aber sie weiß es nicht. Sie ist eine Liebe. Ich persönlich mag sehr die Flamingos, von denen viele Leute behaupten, die sehen alle gleich aus. Die sind bestimmt langweilig. Nein. Auch alle Flamingos haben ihren eigenen Charakter. So kann ich fast über jedes Tier hier im Zoo sagen, warum ich es mag, weil ich mit vielen eine Geschichte habe. Viele Franzosen kommen hierher, ja, um diesen Zoo zu besichtigen. Wie viele?
Also wir haben in der Jahresbilanz über 30% französische Besucher, die über das ganze Jahr verteilt wirklich regelmäßig kommen. Was zieht Sie an? Wissen Sie das? Ich denke, es ist ganz vorneweg die gute Erreichbarkeit direkt an der Grenze. Wir sind sehr nah. Wer dann im Grenzgebiet etwas erleben möchte, kommt bei uns vorbei. Was ich auch denke, was ein Vorteil ist, dass wir viele unterschiedliche Feiertage haben. Denn wenn in Frankreich ein Feiertag ist, den wir nicht haben, kann man hier einkaufen gehen und das Ganze mit einem Zoobesuch verbinden. Und ich glaube auch nicht zuletzt unsere Preise. Denn wir sind ein städtischer Zoo. Das heißt, wir bekommen Fördergelder und können unsere Eintrittspreise etwas niedriger halten, als das viele französische Privatzoos haben, die dann einen sehr viel höheren Eintrittspreis verlangen. Mhm. Und Sie bieten französische Führungen an. Ja. Erzählen Sie mir ein wenig, für wen? Ja, also die Führungen haben wir schon immer und früher waren sie nur auf deutscher Sprache, um den Zoo und die Tiere und die Arbeit des Zoos vor allem kennenzulernen. Und in den letzten Jahren bieten wir das auch auf Französisch an, damit vor allem Schulklassen und Kindergartengruppen einen Bezug zu Tieren und der Natur bekommen. Das heißt, wir haben ausgearbeitete Themen, die sich an den Lehrplänen der Schulen orientieren, sodass Führungen genau für die Themen, die die Schüler bearbeiten, angepasst werden können. Was ist genau das Ziel von diesem Zoo? Dass die Kinder die Natur lieben, die Tiere lieben. Ja. Wie erreicht man sowas? Das erreicht man, indem man Tiere und Kinder zusammenbringt. Wir können den Kindern viel erzählen darüber, dass die Wälder abgeholzt werden, dass die Tiere aussterben. Das verstehen viele Kinder nicht und es ist, finde ich, ein sehr trauriges Thema. Und wir möchten auch nicht, dass Kinder nach Hause gehen und ein schlechtes Gefühl haben. Nein, wir wollen, dass sie verstehen, was wir meinen. Das heißt, wir bringen den Kindern Sira näher. Wir besuchen Sira und sagen den Kindern, schaut sie euch an, das ist ein Tier, das wir schützen müssen. Denn am Ende schützt man nur das, was man kennt. Und wir möchten das Kennenlernen fördern. Sehr schön. Dann bedanke ich mich für dieses Interview. Gerne. Und wünsche Ihnen alles Gute. Und Sira hat auch verstanden, dass es vorbei ist. Und den Tieren auch alles Gute. Ja, danke schön. Comment fait le coq en français et en allemand? Vous donnez votre langue au chat? Tom Kuchutsa répond à cette question et à d'autres dans son labo interculturel sur les onomatopées des animaux. Aller au zoo, ça peut être bien plus que de simplement regarder les animaux. Par exemple, ça peut servir à améliorer son français. À ma dernière visite au zoo de Sarrebruck, j'ai rencontré une mère française avec ses enfants. Une situation toute normale, sauf une chose, les onomatopées. Carmel, comment qu'a fait la poule? Côte-côte. Et le coq? Cocorico. Cocorico. Vous avez dit quoi? Cocorico? Cocorico? Non, le coq il fait Kikeriki. Kikeriki, mais non, il fait cocorico. Kikeriki, cocorico, qui aurait cru que traduire des simples bruits d'animal peut être si différent d'une langue à l'autre, alors que le bruit original est clairement le même? Bref, on s'est donc promené ensemble pour découvrir encore d'autres exemples. Alors, et les cochons alors? Comment ils font les cochons? Croin, croin. Croin, croin, ah bon? Oui. Ils font croin. Bah non, chez nous c'est clairement oink oink. Hein. Oink, oink. Ouais, voilà. Ça fait un peu chinois quand même, hein. Ah, vous trouvez, hein? Des cochons chinois-allemands, des vaches qui disent meuh en France et mou en Allemagne, on n'arriverait pas à se mettre d'accord. Et sinon, vous avez des animaux, vous? Bah oui, en fait j'ai un chat, ouais, moi. Alors, le chat il fait comment? Alors en Allemagne, c'est miaou. Ah, en France c'est comment, Maëlle? Comment il fait le chat? Miaou. Ah bah voilà, mais quand même, la prochaine fois que j'irai au zoo avec des Français, il faut que je révise les onomatopées. Et si c'était les citoyens français et allemands qui construisaient l'Europe de demain? En tout cas, ils ont eu leur mot à dire à travers une vaste étude lancée dans les deux pays. Les résultats ont été dévoilés lors d'une soirée de restitution qui a eu lieu à Sarrebruck. Julia Bitran y a assisté.
2023, année du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Le thème du franco-allemand est plus que jamais d'actualité, mais trop souvent il est abordé d'un point de vue technocratique. Pour la première fois, une consultation a été menée au niveau des citoyens. Intitulée « Regardez ensemble vers l'avenir », elle a été initiée par Civico Europa et l'Académie européenne de Berlin et menée en ligne par make.org, qui a ensuite analysé les propositions et les votes des 51 611 participants. Il ne s'agissait pas du tout d'une enquête orientée avec des thématiques prédéfinies. Au contraire, une seule question, très ouverte, était posée aux participants. Quelles idées souhaitez-vous que la France et l'Allemagne défendent en Europe ? Et le fait de ne pas avoir mis de catégorie l'a rendu en fait compatible avec des gens qui ne sont pas des experts. Là, sur 50 000 personnes, on a vraiment la vraie population qui ont un point de vue, qui sont à minima intéressés par le sujet, mais ce n'étaient pas les experts, c'était les vrais citoyens. C'est pour ça que les réponses sont si intéressantes. Du 22 janvier au 23 avril, les participants ont pu échanger et confronter leur vision de la coopération franco-allemande. Une plateforme de démocratie en quelque sorte, qui était un projet phare pour le Fonds citoyen franco-allemand, qu'il a soutenu financièrement par une contribution de plus de 100 000 €. Cette consultation, elle vise non seulement à faire un état des lieux de cette coopération franco-allemande après 60 ans, mais surtout, elle est ancrée dans le présent et elle se projette vers l'avenir parce qu'on demande aux citoyens et citoyennes des deux pays, qui ne sont pas forcément dans le franco-allemand, de savoir qu'est-ce qu'ils veulent pour leurs deux pays et dans quel domaine ils veulent, on va dire, améliorer cette coopération. 1783 propositions ont été rédigées par les citoyens français et allemands. Elles ont suscité plus de 940 000 votes. Des thèmes très variés ont été abordés, diplomatie, économie, défense, environnement, culture, éducation, immigration, fiscalité, transport, santé, etc. Le travail de synthèse mené par make.org a permis de mettre en exergue les points de convergence entre les citoyens allemands et français, comme la protection de l'activité économique et industrielle européenne, le développement d'une stratégie énergétique commune ou encore l'harmonisation de la fiscalité européenne. A contrario, cette étude pointe du doigt les différences de vision de part et d'autre de la frontière, notamment concernant le nucléaire, la politique agricole ou la réforme des systèmes scolaires. Le sujet n'est pas directement de faire ce que les citoyens veulent, mais de comprendre où les citoyens sont d'accord. Quand on veut construire vraiment une dynamique, on n'a pas simplement besoin de savoir ce que veulent individuellement les gens, on a besoin de comprendre là où collectivement il y a des points d'accord évidents entre la France et l'Allemagne, parce que là-dessus on peut construire. En parallèle de cette consultation des citoyens français et allemands, make.org a lancé une étude auprès d'1 million de jeunes citoyens des 27 pays de l'Union européenne. Les résultats de ces deux consultations pourraient devenir une sorte de matrice pour les candidats aux élections européennes de juin 2024, car c'est maintenant aux politiques de porter les idées émanant de la société civile. Dans les rayons de nos supermarchés, on est habitué à trouver de l'huile d'olive, de l'huile de noix, à base de graines de courge ou de lin. Mais est-ce que vous connaissez l'huile de noyau d'abricot ou l'huile de chardin-marie? Moi personnellement, je ne connaissais pas. À Hauenstein, dans le sud-ouest du Palatinat, on fabrique ces huiles plutôt rares. Les visiteurs sont même conviés à assister à la fabrication. Jens Scherer est allé voir de ses propres yeux. Ce qui attire l'œil au premier regard, c'est le magasin de la ferme Hollerbusch. Avec lui a mûri l'idée de transformer le moulin à huile Wasgau, qui existe depuis 20 ans déjà à Hauenstein. À l'origine, il servait à faire le plein des vieux véhicules diesel avec de l'huile de colza, puis à partir de 2009, il a été transformé pour produire de l'huile alimentaire et il a obtenu la certification bio en 2012. Ainsi, sous la direction de Timo Keller, ingénieur commercial de formation, on produit déjà depuis des années des huiles commerciales bio de grande qualité qui sont ensuite proposées directement dans le magasin de la ferme. Wir haben ein sehr breites Sortiment an Ölen. Klassiker, die jeder kennt, sind Rapsöl, Sonnenblumenöl, wobei das bei uns wird es natürlich auch hergestellt, aber sind bei uns nicht die stärksten Öle. Am beliebtesten tatsächlich sind Leinsamenöl und Walnussöl, weil das die Leute bei uns in der Qualität auch einfach zu schätzen wissen. Und wir sind aber inzwischen auch dabei, viele Würzöle zu machen, wo wir zum Beispiel Gewürze und Kräuter mit der Ölsaat gemeinsam pressen, also nicht erst später einlegen, sondern gemeinsam pressen. Und so haben wir inzwischen ein Sortiment von weit über 25 Produkten. Les moulins à huile fonctionnent en principe pour tout, sauf pour l'huile de fruits comme les olives. Seuls les accessoires et les outils varient.
Les huiles sont toujours produites en fonction des besoins et de la production du moment. Le tourteau excédentaire est très riche en protéines et en fibres et peut être utilisé pour l'alimentation animale. Also wir pressen in der Stunde auf einer Mühle ungefähr 6 bis 7 Liter Öl. Und das ist natürlich der erste Schritt. Die Maschine wird eingerichtet, die Saat wird abgewogen, weil wir pressen immer nur so viel, wie wir auch benötigen. Deswegen wiegen wir das vorher ab, wissen, wie viel kommt ungefähr raus. Das geben wir dann in die Mühle. Die Mühle starten wir. Im Idealfall läuft dann auch alles gleich gut an. Wenn das Öl fertig ist, dann darf sich das erstmal ein paar Tage absetzen. Das kann man vergleichen mit einem naturtrüben Apfelsaft, der zunächst mal trüb ist, wo sich die Trübstoffe dann unten irgendwann absetzen. Das haben wir ähnlich auch beim Öl. Dauert beim Öl 3, 4, 5 Tage. Und danach, dadurch sparen wir uns eben auch das Filtern und danach können wir das Öl von Hand abfüllen, verschließen das alles von Hand, etikettieren es von Hand und dann ist das Ganze fertig. Une autre particularité est qu'en automne, des noix locales sont achetées à des particuliers et transformées par l'association Lebenshilfe Herxheim. Ensuite, au moulin Wasgau, elles sont transformées en huile de noix de Palatina. Les propriétaires de noix peuvent également faire presser leur propre huile à partir de 5 kg, ce qui donne environ 2,5 litres d'huile. En plus du magasin de la ferme, qui fonctionne comme un petit supermarché pour les produits bio, régionaux et de qualité, l'idée est née d'aménager le moulin lui-même en vitrine, de permettre aux personnes intéressées d'y jeter un coup d'œil et de proposer en même temps des informations supplémentaires sur la production. Speiseöl ist sehr unterschätzt als Produkt und wir wollen hier auch einfach aufklären, was bedeutet es, ein hochwertiges Speiseöl herzustellen, warum ist es auch einfach teurer, wo sind die Unterschiede, man kann bei uns alle Öle auch probieren logischerweise, um einfach ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet eigentlich Speiseöl. Und viele Menschen gehen hier raus und haben entdeckt, dass man auch mit dem Öl quasi wie ein Tasting machen kann, das kann man nicht nur mit Whisky und Wein machen. Und die größten Aha-Erlebnisse sind meistens, wenn man mal erläutert, wie so ein billiges, raffiniertes Öl im Vergleich hergestellt wird. Da bekommen viele große Augen und das wollen wir einfach ein bisschen aufklären, um die Sensibilität dafür zu wecken. Le moulin à huile Wasgau expérimente également régulièrement de nouvelles recettes et variantes. L'équipe compte 17 collaborateurs au total. Les clients réguliers viennent de la région, mais utilisent également le service d'expédition du moulin au-delà de la région. Voilà, c'est déjà la fin de notre émission tournée au zoo de Saarbrück. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été. Tchuss!